Bienvenue au château de Brissac, qui est un monument assez emblématique de l'Anjou. Emblématique d'abord par sa monumentalité, vous voyez cette masse formidable de pierres. Et aussi emblématique parce que notre famille y est depuis très longtemps. Nous avons même la date d'achat exacte de la seigneurie, le 26 mai 1502. Donc ça fait plus d'un demi-millénaire que voilà, nous sommes attachés à ce lieu, nous sommes au service de ce lieu et c'est avec plaisir que nous l'ouvrons au public, à tout public. Alors Brissac est aussi connu pour son très beau parc, un parc paysager de 70 hectares qui fait l'objet de tous nos soins, que ce soit des plantations, des aménagements de perspectives ou de pièces d'eau. Et puis, nous n'allons pas oublier non plus une collection d'œuvres d'art, notamment une collection de tableaux de famille qui permettent de tracer, si je puis dire, l'histoire de cette famille depuis le XVe siècle. Donc un grand château, une famille, un beau parc paysager et une collection d'œuvres d'art, d'ailleurs qui est classée monument historique parce qu'elle est assez unique. Du château d'origine, il reste les deux tours, ces deux tours qui encadrent la façade, alors que du nouveau château, construit au début du XVIIe siècle, eh bien, il manque une partie importante parce qu'il manque toute l'aile droite de la façade. Donc, quand on regarde, vous voyez, la façade, on comprend très bien que ces tours ne devraient pas faire partie du projet initial et qu'il manque toute l'aile droite, puisque le pavillon central porte mal son nom, il n'est pas au centre, et donc il manque l'aile droite. On le voit encore mieux avec des fenêtres qui sont déjà posées derrière les tours en attente de la démolition de ces tours. Et bien maintenant, partons à la découverte de ce grand monument et pour cela, je vous invite à me suivre. Eh bien, nous arrivons dans le grand salon et là, il y a beaucoup de choses à dire et à raconter. Si vous voulez bien, nous allons commencer par le personnage que vous voyez dans le manteau de la cheminée. Eh bien, c'est à lui que l'on doit la reconstruction du château au tout début du XVIIe siècle. Mais indirectement, c'est son décès qui va mettre fin à ce projet de reconstruction totale de Brissac, reconstruction inachevée, parce que son fils, le second duc de Brissac, décidera l'arrêt de ce chantier très brutalement, laissant donc ce château aujourd'hui inachevé. Mais c'est ce qui fait son charme, cette cohabitation entre les vestiges d'un château médiéval et puis le reste qui tient plutôt du grand palais. Donc nous sommes au début de la chaîne et vous avez ici deux tableaux que j'apprécie beaucoup qui ont été peints après la Seconde Guerre mondiale et qui représentent mon grand-père, Pierre, et ma grand-mère. Ma grand-mère était la fille d'Eugène Schneider, maître des forges du Creusot, et c'est pour ça que mon père est né au Creusot en 1929. Pour la petite histoire, ces tableaux ont été peints par Bernard Boutet de Monvel après la guerre et ce peintre a connu une fin tout à fait tragique puisqu'il était dans l'avion qui s'est écrasé aux Açores, tuant également le boxeur Marcel Cerdan et la violoniste Ginette Neveu. Donc c'est une histoire célèbre de l'aviation, des crashs de l'aviation civile. Il y avait à bord donc le peintre qui allait peindre des personnages de la haute société new-yorkaise et cela lui a été fatal. Donc le premier duc, le 12e duc, mon grand-père. Faisons un tour complet de la pièce pour arriver à ce très beau et ce grand portrait en pied qui représente le 8e duc de Brissac. Le 8e duc de Brissac, c'est un personnage très important qui cumulait de hautes fonctions, notamment celle de gouverneur de la ville de Paris. Et puis, si on est un peu plus léger, il faut savoir que pendant 15 ans, il fut l'amant de Madame du Barry et à quelques mois près, ensemble, ils sont deux victimes de la Révolution. Mais c'est un personnage qui était très bon, on le sait par des archives. Il s'occupait des enfants abandonnés, des orphelins, en créant des œuvres autour de son duché. Alors, il n'habitait pas Brissac, il habitait bien sûr à cause de ses fonctions Versailles, à la cour, mais il était très attaché à son domaine angevin et on lui doit effectivement une sorte de gloire posthume compte tenu de cette mort tragique et puis de cette liaison avec Madame du Barry. Et vous voyez sur le tableau, on le voit, et la sculpture que vous voyez en haut à gauche est le symbole de la ville de Paris dont il était le gouverneur.
Il y a bien sûr d'autres souvenirs plus récents, et notamment des photos de famille. Alors, ce qui est sur le piano, c'est la génération actuelle. Donc, vous avez ici mon épouse, nos 4 enfants. Ils me dépassent à peu près tous en taille aujourd'hui. Mon épouse n'est pas française. Elle est née à Vienne, en Autriche, d'un père hongrois, d'une mère canadienne. Et elle a fait toute sa carrière à l'Opéra de Londres, où elle fut danseuse. Et à ce titre, elle a dansé sur toutes les grandes scènes du monde, que ce soit au Japon, en Russie, et bien sûr à Londres. Alors, ce sont des souvenirs. Moi, je ne l'ai jamais vue danser, mais je peux m'imaginer ce qu'elle était quand elle avait 20 ans. Donc, une grande danseuse classique. Elle est d'ailleurs toujours professeure de danse classique au Conservatoire d'Angers. Mais ce n'est pas moi qui ai jeté le plus gros bouquet de roses sur scène pour la demander en mariage. Mais je l'aurais fait si, bien sûr, je l'avais connue à cette époque. Voilà. Donc, une famille qui commence là et qui se termine, enfin qui continue ici. Alors, nous avons parlé des personnages qui décorent ces murs. Parlons également du plafond qui est un chef-d'œuvre de l'art décoratif de Brissac. C'est pour ça d'ailleurs qu'on appelle ce salon le Grand Salon Doré, à cause donc de ce magnifique plafond dont les poutres et les solives ont été sculptées et peintes à la feuille d'or. Vous reconnaissez 4 chandeliers qui viennent des cristalleries de Murano. Ici, petit détail amusant, vous voyez cette sculpture. Cette sculpture, c'est le fameux Mercure ailé, dont l'original est à Florence. C'est le fameux Mercure de Jean de Bologne. Eh bien, il faut savoir que jusqu'à la Révolution, le château de Brissac, le donjon du château était surmonté d'un campanile qui lui-même était surmonté d'une sculpture, d'un bronze représentant le dieu Mercure, le Mercure ailé. Et nous avons récemment acheté dans une salle des ventes une reproduction du Mercure de Jean de Bologne, lequel donc jusqu'à la Révolution coiffait, si je puis dire, l'élévation centrale du château. Petit focus sur mon papa qui est décédé l'année dernière en avril et qui a créé un équipage de chasse à courre du Chevreuil en mai 68. Vous voyez, ça ne s'invente pas. Et mon père adorait ses chiens, il vivait au milieu d'eux et ses chevaux. Et j'ai toujours vu mon père avec cette grande proximité à l'égard de sa forêt, à l'égard de ses chiens, à l'égard de ses chevaux et de son équipage. Et je suis content que cette photo traduise bien son sourire et son état d'esprit. Et puis juste derrière, ça c'est très sympathique, nous avons marié une fille l'année dernière qui a épousé un Allemand, vous voyez, Delia. Et cette année, bis repetitas, nous marions une autre fille, mais on va rester en France. Et donc, mes 2 filles aînées, j'ai 4 enfants, et 2 de mes filles aînées seront donc mariées. Et il n'y a rien de plus beau que pour un père de dire « j'ai marié ma fille ». Eh bien, je vous propose de continuer, nous allons dans la salle à manger. Eh bien, vous l'avez deviné, nous voici donc dans la salle à manger de Brissac, laquelle comporte plusieurs curiosités. Tout d'abord, vous voyez dans le fond de la pièce, cette tribune, qui est une tribune d'orchestre. Pourquoi une tribune d'orchestre? Eh bien, parce qu'au XIXe siècle, la propriétaire de Brissac s'appelait Jeanne Say. Jeanne Say était une grande mélomane, passionnée de musique. On verra qu'elle a fait également donc, un théâtre au 2e étage. Et elle a donc conçu cette tribune d'orchestre de façon à agrémenter les repas en musique, d'où effectivement la présence de ce piano. Cette tribune est en bois, elle a été peinte en faux marbre de très belle façon. Donc première curiosité. Autre curiosité de la pièce, cette toile monumentale qui est une vue à vol d'oiseau représentant le château de Bercy. Bercy, c'est bien, vous ne rêvez pas, ce quartier de l'Est parisien, mais avant qu'il ne devienne le ministère des Finances, le palais omnisport et les voies de la gare de Lyon,
Voilà ce qu'il était. Il était la propriété, une grande propriété, le château du même nom, le château de Bercy. C'est donc la Seine qui coule au pied du tableau et dans le fond, les fortifications de la ville de Paris et notamment le donjon de Charles V. Les derniers propriétaires de ce château, c'est la famille de Nicolaï. La grand-mère de ma propre mère est une Nicolaï. Et donc, cette toile a quitté Bercy lorsque le château a été démoli, donc sous le Second Empire, pour rejoindre une autre propriété dans le Cher qui s'appelle Blé, avant d'arriver à Brissac. Donc, ce tableau a connu 3 accrochages successifs. On connaît le peintre, Pierre-Denis Martin, qui était un peintre qui peignait des grandes résidences à l'image de celle-ci. Et voilà, je vous laisse apprécier la beauté de ce paysage qui était, voilà ce qu'était l'Est parisien avant que l'expansion et l'urbanisme de la ville de Paris ne démolissent toutes ces grandes propriétés qui bordaient la Seine à l'est de Paris. Il faut savoir qu'aujourd'hui, cette salle à manger n'est utilisée qu'occasionnellement, mais enfant, nous avons vécu ici prenant tous nos repas, le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Et parfois, lorsque mes parents n'étaient pas là, j'étais seul avec ma sœur aînée et un vieux maître d'hôtel qui s'appelait Louis et qui faisait grincer le parquet en marchant parce qu'il était très grand. Et cela était très impressionnant. Cela paraît si lointain et en même temps si proche pour nous. Mais voilà, cela a été la salle à manger de notre enfance. Donc, on a eu le temps de contempler ce tableau de longues heures. Et ce n'est pas sans émotion quand je suis sur le périphérique que je me dis, voilà, je traverse la salle à manger de Bercy. Ce sont de vieux souvenirs. Nous continuons car la visite ne s'arrête pas là pour aller maintenant au premier étage voir les grandes galeries. Alors avant de poursuivre notre découverte de Brissac, je voudrais m'arrêter quelques instants devant cette curiosité. Vous l'avez évidemment deviné, c'est une chaise à porteur. On voit d'ailleurs les bâtons utilisés par les porteurs qui étaient glissés, vous voyez ici. Alors, elle n'a jamais vraiment servi, cette chaise à porteur. C'est un cadeau de mariage. Quelle idée! C'est un cadeau de mariage qui a été offert à mon arrière-grand-mère, qui était la fille de la duchesse d'Uzès, lorsque celle-ci a épousé le 11e duc de Brissac. Elle est donc devenue la duchesse de Brissac. Elle aimait, paraît-il, se costumer et organiser des fêtes dans son château ici à Brissac. Alors, un oncle lui a offert cette chaise à porteur pour qu'elle puisse faire une entrée triomphale dans les pièces du château qui accueillaient donc ces célèbres soirées. Et le thème décoratif, le thème de la sculpture de cette curiosité, de cette chaise à porteur, c'est l'amour. Alors on retrouve tous les attributs de l'amour. D'abord, les différents mots qui ont été gravés, bonheur, amour, joie. Ici, vous voyez le petit Cupidon qui va décocher sa flèche. Les armoiries, bien sûr, donc Brissac et Uzès. La couronne. Et puis alors ici, ça m'amuse toujours parce qu'on voit les petits œufs qui vont éclore et donner les poussins. Donc voilà, la symbolique est assez évidente. Toujours est-il que cette chaise à porteur évoque un moment heureux qui est le mariage donc de Mathilde de Crussol d'Uzès, fille de la célèbre duchesse d'Uzès, avec le 11e duc de Brissac. Et j'en veux pour preuve, voyez-vous, le faire-part de mariage, ce qui permet d'attester de l'authenticité de ce cadeau. Mariant une fille cette année, je ne sais pas si quelqu'un aura l'idée de dupliquer cette chaise à porteur. En tout cas, je pense que celui qui est arrivé avec ce cadeau a dû se tailler un franc succès. Voilà, et bien maintenant nous allons poursuivre notre visite et la découverte de Brissac par les galeries du premier étage. Et je vous invite à me suivre.
Voici une pièce très impressionnante. C'est la Grande Galerie, la salle de bal de Brissac. Et je vous invite à lever les yeux pour admirer donc ce magnifique plafond qui est l'œuvre de peintres italiens. Donc ce plafond est tout à fait contemporain de la construction du château. Il date du début du XVIIe siècle et il compte une centaine de petits tableaux, qu'on appelle également des tableautins, qui évoquent des personnages de la mythologie, des scènes bibliques, voire des paysages italiens. Et ça, c'est vraiment le tour de force de cette galerie. Si on veut être très précis, on dit également que ce plafond est à l'image de l'école de Fontainebleau, parce qu'on va retrouver ce même type de décoration sur les poutres principales et sur les solives. Regardez également comme le soleil est joli lorsqu'il vient frapper en biais ces petits volets intérieurs. Et vous retrouvez très facilement ici aussi le double C, qui est le monogramme de Charles de Cossé, premier duc de Brissac. Ce monogramme, c'est un des leitmotifs décoratifs du château et vous le retrouvez sculpté sur la pierre, forgé. vous voyez, regardez, vous l'avez même ici sur les... vous voyez, regardez le double C de Charles de Cossé. Donc c'est, on va dire que c'est le logo, mais en tout cas c'est quelque chose que l'on retrouve partout. En souvenir et en mémoire de ce premier duc de Brissac, Charles de Cossé. Vous avez également une chose qui est très belle, qui est la vue sur le parc. Vous voyez, nous sommes plein sud et au centre, un bassin. Et au centre de ce bassin, une petite sculpture qui représente mon fils aîné qui s'appelle Laszlo et une amie américaine qui vit à New York et qui est sculpteur de profession, a réalisé cette œuvre, L'enfant à l'arrosoir, en s'inspirant de Laszlo quand il avait 7 ans. Je trouve que c'est une des... Quand je vous parlais tout à l'heure en introduction du parc de Brissac, on mesure toute la beauté et toute l'ampleur de ce grand parc paysager et tout le calme et l'apaisement qui s'en dégage avec des promenades qui ont été aménagées de façon à ce que les visiteurs puissent prendre du recul par rapport au monument, le regarder lorsqu'il est posé comme ça en miroir sur la pièce d'eau. Et la gestion d'un parc paysager, c'est des soucis, c'est des tracas, mais quel bonheur, quelle parfaite corrélation entre un grand monument et son environnement. Je pense que le parc est un peu la prolongation du château et dans l'autre sens, le parc amène vers le château. Donc il y a un dialogue qui se crée entre les deux et je crois que ce dialogue est tout à fait apprécié par les gens qui viennent visiter Brissac. Nous continuons. Alors, nous sommes dans une pièce importante, c'est la chambre historique, la chambre du roi Louis XIII. Et comme son nom l'indique, la chambre du roi Louis XIII évoque le passage du jeune roi Louis XIII ici à Brissac en août 1620. Et je vous invite à vous rapprocher de cette vitrine. Et dans cette vitrine sont rassemblés les personnages qui ont participé à cet événement historique qui est connu sous le nom de Paix d'Angers. Qui sont les protagonistes? Ici, Louis XIII, qui à l'époque a 19 ans, sa mère, Marie de Médicis, elle porte le deuil évidemment de son mari, le roi Henri IV, et puis différents personnages de la cour. Parmi les personnages, un évêque, l'évêque de Luçon, vous l'avez reconnu, c'est le futur cardinal de Richelieu. Pourquoi ces personnages se sont retrouvés ici à Brissac dans cette chambre? Eh bien parce qu'il a fallu réconcilier Louis XIII avec sa mère Marie de Médicis, lesquelles étaient brouillées depuis plusieurs années, Louis XIII n'ayant pas pardonné à sa mère de l'avoir écarté du pouvoir quand il était enfant et de s'être entouré de conspirateurs, les fameux Concini. Concini et puis sa femme Leonora Galigai, que Louis XIII a fait non seulement assassiner,
pour ce qui est du ministre Concini, et il a fait brûler, après l'avoir fait accuser de sorcellerie, sa femme, donc Leonora Galigai. Et donc, pour mettre fin à cette brouille, à ce climat d'hostilité entre les deux partis, le parti de la Reine-Mère et le parti du roi Louis XIII, eh bien, à l'issue d'une bataille à Angers, qui s'est déroulée sur les bords de la Loire et qui a vu très rapidement la victoire des troupes de Louis XIII, il a fallu donc organiser des retrouvailles, fêter une paix retrouvée, et c'est le château de Brissac qui a été retenu. Et donc voilà, dans cette pièce, peut-être cette pièce ou une autre, mais enfin on sait que cela s'est passé ici à Brissac en août 1620, la paix a été signée, mettant fin à un climat de plus ou moins guerre civile entre donc Marie de Médicis et son fils Louis XIII. Au mur, une suite de tapisseries qui évoque les batailles d'Alexandre le Grand et qui est inspirée évidemment de la série originale par Charles Le Brun qui est à Versailles. On reconnaît une bataille qui s'appelle la bataille je crois que c'est la bataille du Granic, et on voit, vous voyez un petit détail intéressant, Alexandre le Grand, dont le cheval est surmonté d'un aigle, et les mages ont interprété évidemment le vol de l'aigle comme un présage de victoire, ce qui s'est avéré exact puisque Alexandre est allé évidemment très loin jusqu'à l'Indus, jusqu'en Inde, sans oublier de s'arrêter à Babylone, ville dans laquelle il est entré, et on voit les porteurs, vous voyez, qui portent le trésor. Ici, Alexandre qui va rendre visite à la famille de son ennemi, lequel s'était enfui, le roi Darius, le roi perse Darius, et on voit la famille absolument paniquée à l'idée d'être massacrée, mais pas du tout. Alexandre va leur accorder la clémence. Voilà, la scène est représentée ici. Au-dessus de la porte, c'est Anne d'Autriche, donc la belle-fille de Louis XIII, puisqu'elle épousera leur fils, Louis XIV. Et à nouveau, vous voyez ce très joli plafond qui est la signature décorative de Brissac, ces grands plafonds aux poutres et ce livre très largement peint, sculpté, doré. Alors nous avons quitté la chambre du roi Louis XIII pour nous retrouver ici dans l'antre culturel de Jeanne Say. Jeanne Say, marquise de Brissac. Jeanne Say était née en 1848. Elle était la fille de Constant Say, donc cet industriel fortuné dont le nom est associé à jamais avec l'histoire de l'industrie du sucre en France. Et Jeanne Say, très tôt, a développé un très grand talent pour la musique en général et le chant en particulier. Sa position l'empêchait de faire carrière à l'opéra, bien qu'elle en eût le talent. Et donc c'est pour cette raison qu'elle a construit chez elle sa propre salle d'opéra pour pouvoir chanter avec ses amis, devant ses amis. Quel est le lien avec la famille Brissac? Eh bien, Jeanne Say, à l'âge de 18 ans, a épousé le marquis Roland de Brissac. Ensemble, ils ont eu 2 enfants, mais malheureusement, son premier mari a dû s'engager volontaire lors de la guerre de 70. Ça lui a été fatal. Il est mort avec l'armée de Bourbaki, donc en 1871. Elle s'est remariée. Elle a eu 3 enfants avec un second mari, le comte de Tréderne. Ça s'est mal passé cette fois-ci. Elle a divorcé de son second mari, mais cette femme qui avait beaucoup de caractère et qui était donc libre de faire ce que bon lui plaisait, puisqu'elle avait quand même une fortune importante à sa disposition, a décidé de créer chez elle, ici à Brissac, sa propre salle d'opéra pour pouvoir y accueillir ses amis musiciens, ses amis chanteurs et puis ses amis tout court. Et donc son théâtre a été inauguré une première fois en 1880 et inauguré une seconde fois lorsque des bénévoles sont venus le restaurer, donc une centaine d'années plus tard, en 1983. Jeanne Say a donc accueilli ici les plus grands noms de la musique. C'est elle-même qui était sur cette scène. Et vous voyez d'ailleurs qu'elle porte le même costume qui est sur le tableau, donc c'est un de ses costumes de scène. Et donc,
Brissac, jusqu'à sa mort en 1916, a été un haut lieu de la musique de cette époque. Et nous avons toutes les traces de coupures de presse, que les concerts soient donnés ici, à Brissac, ou chez elle, à Paris. Elle a d'ailleurs possédé le dernier hôtel particulier de la place Vendôme, le 14 place Vendôme. Donc quand elle n'était pas à Paris place Vendôme, elle était à Brissac et vice-versa. Donc on est très attaché à cette pièce qui est si surprenante au deuxième étage, ce théâtre qui compte à peu près une centaine de places assises, et puis tous ces décors qui permettaient de jouer quantité d'opéras, notamment, vous voyez, cette vue de Rome pour les opéras italiens. Merci aux bénévoles qui l'ont restauré et merci à elle qui l'a créé, parce que Brissac sans son théâtre ne serait pas Brissac. Dernière petite explication, pour créer ce théâtre qui n'est pas contemporain de la reconstruction du château, elle a tout simplement, vous voyez, supprimé un étage de galerie, ce qui lui a donné l'espace nécessaire pour faire à la fois une salle et une scène. Nous allons maintenant descendre dans les sous-sols du château pour voir d'autres pièces très surprenantes, les caves, les cuisines, les salles fortifiées. Et je vous invite là aussi à me suivre. Alors, vous l'avez deviné, nous arrivons dans un endroit essentiel du parcours de la visite, les caves, où nous présentons les vins du domaine aux visiteurs en leur offrant une généreuse dégustation. Comme vous le savez, l'Anjou est réputé pour un type de vin qui est le vin rosé. Alors nous avons ici les trois vins rosés typiques de l'Anjou, le rosé de Loire, le rosé d'Anjou et le cabernet d'Anjou. Je vous invite à me suivre et nous allons en goûter 1, 2, voire 3. Allons-y. Je ne sais pas si la caméra boit, mais le caméraman, voilà, à votre santé et à la santé de Sochâteau, évidemment. Voilà, donc cette dégustation est un petit clin d'œil à ce qui fait la notoriété de cette région, de ce département, l'Anjou, parce qu'on ne peut pas quitter l'Anjou sans rapporter chez soi une bouteille, et on est très content si c'est une bouteille qui vient de Brissac, qui repart ici ou là, proche ou lointain. Voilà. Donc, vous voyez cette mise en scène du vin dans des demi-tonneaux, des demi-barriques, qui plaît beaucoup, cette forme de marguerite. Et c'est ce qui contribue à rendre la visite vivante, parce que le vin est un produit vivant, la vigne est un végétal vivant. Et puis, ça fait partie de l'histoire du château. Il y a toujours eu, effectivement, un vignoble qui a été rattaché à ce château, aux fêtes de ce château, au dîner de ce château. Et donc, tout ça se poursuit aujourd'hui et c'est une bonne chose. Nous continuons. Voilà la meilleure vendeuse de tout le département, Adélaïde, parce qu'elle a été formée par Christelle, qui est la chef de toutes les meilleures vendeuses du département. Exactement. Voilà. Et Adélaïde fait un stage, et j'espère que ce stage sera fructueux, Adélaïde, que tu sauras tous les secrets de la vie du château. En tout cas, on est très content que tu sois là, et on t'en remercie. Nous continuons. Par la découverte d'une pièce que j'aime beaucoup, les anciennes cuisines. Regardez la force de cette architecture intérieure, la puissance de ces voûtes, et cette cheminée culmine à plus de 50 mètres de hauteur. Imaginez le tirage lorsqu'on fait des flambées formidables. C'est une joie de montrer cette pièce et de proposer par moment à des groupes de venir y déjeuner. Donc c'est notre restaurant pour les groupes, et c'est peut-être une des pièces, si ce n'est la pièce que je préfère, puisqu'il y a des ondes formidables ici, et surtout un sentiment d'invincibilité du château, de permanence du château. Ces murs sont tellement épais. Voilà, donc j'ai un coup de cœur que je mets en joker sur les anciennes cuisines. Et nous nous mettons à 3 en une journée pour faire tous les cuivres.
on met notre PlayStation Spotify et on se donne du courage pour faire ces cuivres une fois par an. Alors, pour la petite histoire également, c'est là que se réunit la confrérie des Rios d'Anjou. Le Rio d'Anjou est la spécialité culinaire du village. Et tout ça est inscrit ici. Sur cette plaque de pierre de lave émaillée, vous avez ici quelque chose de très important qui est le serment des dignitaires du chapitre. Disciples de Rabelais respectant ses oracles, gloire au Rio d'Anjou qui fait glisser le vin, devant tous je m'engage à vanter les vertus du nectar de Brissac et du Rio d'Anjou. Et tout ça, c'est né ici. Ainsi s'achève notre visite de Brissac, notre visite découverte de ce monument qui recèle beaucoup de surprises. Quand on pousse une porte, on ne sait jamais très bien ce qu'il y a derrière. Ça fait partie de son charme. Je suis heureux de vous avoir servi de guide. J'espère que cela vous aura donné envie de venir en Anjou, de venir sur les bords de Loire, et puis d'aller de château en château, de découverte en découverte,